Les empires ne se bâtissent plus dans le fracas des armes. Et la Russie a beau grignoter les débris de l'ex-empire soviétique, sa fragilité industrielle la relègue au second rang. La vérité, c'est que le monde est désormais structuré par l'affrontement, mais aussi les alliances tactiques entre trois grandes puissances, trois grandes forces de frappe économiques et financières. Les États-Unis, bien sûr, qui se réindustrialisent, qui règnent désormais sur le monde numérique et qui conservent le privilège exorbitant du dollar. Mais aussi deux nouvelles grandes puissances qui prennent leur revanche sur l'histoire. D'abord la Chine, qui ne cache plus ses ambitions, et puis l'Allemagne, qui après une parenthèse d'un siècle, a retrouvé pacifiquement le leadership économique sur l'Europe continentale. Un leadership qu'elle avait perdu il y a un siècle avec la guerre de 1914. Jean-Michel Quatrepoint, bonjour. Bonjour Laurent. Alors vous venez de publier à point nommé Le choc des empires, un ouvrage qui paraît chez Gallimard. Jean-Michel Quatrepoint, après la chute de l'Empire soviétique, les États-Unis se retrouvent en situation d'hyperpuissance, de monopole. Un monopole qui ne va pas durer longtemps, puisque c'est les États-Unis eux-mêmes qui vont aider la Chine à se développer, qui vont lui mettre le pied à l'étrier avec l'appui des multinationales. Oui, la Chine a offert sa main-d'œuvre bon marché et abondante aux multinationales américaines. D'abord pour produire en Chine et exporter. Alors je cite le cas d'Apple, qui est un cas d'école, effectivement. Et quand on reviendra, il faut qu'on insiste sur ce point. Et donc ces multinationales se sont progressivement délocalisées en Chine dans les années 90 et surtout au début des années 2000 avec l'entrée de la Chine à l'OMC. Et le but, c'était à terme que le marché chinois se réveille et que le chinois de producteur devienne aussi un consommateur, et bien évidemment, les multinationales américaines, mais aussi... Donc l'idée d'abord, c'était la Chine atelier, oui, atelier du monde, atelier du monde et des États-Unis, et le consommateur chinois débouché. Et pour le plus grand profit des multinationales, qui au passage, elles optimisaient leurs profits puisqu'elles avaient des produits moins chers, fabriqués moins chers, qu'elles vendaient dans des zones avec des acheteurs solvables aux États-Unis et en Occident. Et au passage, comme il y avait l'optimisation fiscale, dont on a beaucoup parlé, dans les années 90, elles payaient le moins possible d'impôts. Tout ça a dérapé à un certain moment, car les Chinois ont expliqué aux multinationales, dans les années 2000, qu'ils ne voulaient pas se contenter d'être l'usine du monde, mais qu'ils voulaient bien évidemment monter en gamme, devenir aussi le laboratoire du monde. Il y a eu un plan qui a été élaboré en 2005 pour faire de la Chine, en 2020, le second producteur en matière d'innovation, et pour 2050, le leader mondial de l'innovation et de la recherche et développement. Et ça, c'était s'attaquer directement au monopole américain, en quelque sorte. Alors, on va y revenir, mais vous avez cité le cas d'Apple, et le cas d'Apple et la Chine, c'est vraiment un cas d'école. J'aimerais que vous insistiez un petit peu dessus. Alors, c'est un cas d'école parce que vous avez tous les ingrédients. D'abord, la société chinoise qui fabrique les produits, tous les produits d'Apple, mais aussi ceux de Nokia, de Dell et de Hewlett-Packard, c'était Foxconn. Et Foxconn n'est pas une société de Chine continentale, c'est une société taïwanaise. Ce qui montre que les liens économiques entre Taïwan et la Chine continentale sont très étroits. Sont très étroits, exactement. Et Foxconn s'est installé d'abord dans la zone de Shenzhen pour bénéficier des avantages fiscaux et autres, et de la zone d'expérimentation. Et Foxconn emploie 1 800 000 salariés. Et Foxconn a offert à Apple et aux autres multinationales de l'électronique la capacité de produire en masse avec des ouvriers qui à l'époque travaillaient 60 heures par jour, 6 jours à 7 jours par semaine, et surtout, ils les logeaient, et ils les logent toujours, dans des dortoirs. C'est-à-dire que quand vous avez vos ouvriers, des dizaines de milliers d'ouvriers et de cadres qui logent sur place, c'est plus facile pour les faire travailler quand vous avez un coup de chauffe. Et donc c'est ce qui s'est passé, et Apple a tout délocalisé. En plus, Apple a fait son shopping, c'est un exemple de mondialisation. Apple, et du jeu des multinationales, tout à fait, ce jeu de grande puissance. Tout à fait. Apple design le produit. Et c'est le génie de Steve Jobs d'avoir inventé les iPhones, iPad, etc. Et ensuite, il choisit les fournisseurs de composants. L'un des principaux fournisseurs de composants, c'est d'ailleurs Samsung. Hein, d'où d'ailleurs les procès en contrefaçon. Compliqué, concurrents, alliés en même temps. Concurrents, partenaires, etc. Tous ces composants arrivent en Chine. Ils sont assemblés dans l'usine de Foxconn et
ils repartent de Chine vers les États-Unis, l'Europe, etc. Les composants rentrent, pour un iPhone 4S, c'est 174 $, qui rentrent de composants en Chine. Les coûts de fabrication de Foxconn et sa marge, c'est 16 $. Ça part à 190 $ de l'usine. Ça partait, puisque depuis ça a un peu changé. Et de Hong Kong, ça partait à 200 $ et ça arrive aux États-Unis autour de 210, 220 $, puisque les coûts de transport sont très faibles pour ces matériels qui ne pèsent pas lourd. Et les ventes sur le marché américain, en moyenne d'un iPhone, c'est 500 $. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui que Apple fait 115 milliards de dollars de chiffre d'affaires et a 145 milliards de dollars de cash accumulé toutes ces dernières années, 30 milliards de dollars en moyenne de profit par an, des taux de marge nette extraordinaires, eh bien, ça vient précisément de cette délocalisation. Alors là, dans ce que vous racontez, on est dans le grand fantasme de la Chine-Amérique. Oui, c'est le G2, le fameux G2. Le fameux G2, mais qui va s'estomper parce qu'il ne va pas durer longtemps, puisqu'Obama va prendre conscience que les ambitions de la Chine vont bien au-delà du fait d'être un simple consommateur de produits des multinationales et d'être une filiale atelier. Alors je crois que Obama, c'est pas seulement lui, essentiellement lui qui prend conscience. C'est un certain nombre de milieux américains. Le président des États-Unis n'est pas aussi puissant qu'on veut bien le croire. D'ailleurs, Obama, par exemple, sur la NSA, n'a pas de pouvoir réellement. La NSA est devenue un État dans l'État. D'où l'incapacité d'Obama de répondre aux critiques sur l'utilisation de la NSA, etc. De la même façon, c'est plus les forces économiques, l'AmCham, l'American Chamber of Commerce, qui est montée au créneau régulièrement, ça a commencé dans les années 2000, en demandant aux Chinois d'ouvrir leur marché. Et les Chinois, comme on dit, ont délayé. Ils ont dit oui, on va ouvrir, etc. Et puis on va appliquer les circulaires. Et puis l'année d'après, quand ils seraient retrouvés avec les Américains disaient mais non, on n'a pas, il y a toujours des blocages sur dans telle et telle province, etc. Ils disaient mais les circulaires mettent du temps à se faire appliquer. Puis vous savez, les gouverneurs de province chinois, ils répondent pas forcément au pouvoir central. Donc ça a traîné. En fait, la raison elle est simple, c'est que pour les Chinois, le marché chinois doit être approvisionné essentiellement par les entreprises chinoises. Alors, et puis, avec derrière, comme vous le dites, page 79, parce que je vous ai lu attentivement, le problème de la Chine, c'est comment devenir à terme la première puissance mondiale, ce dont va prendre conscience les États-Unis et qui vont organiser le containment. Le containment. Alors ça, c'est en 2010-2011 essentiellement, et on voit se mettre en place une contre-offensive américaine. Ils ont compris que dans le G2, les États-Unis, bien évidemment, voulaient être le numéro 1, mais ils se sont aperçus que les Chinois voulaient eux aussi être numéro 1. Et donc, ils organisent un containment, et surtout que la Chine, à un moment donné, a essayé de faire basculer le Japon dans son camp, avec notamment sur une question monétaire, et en utilisant le dollar, n'utilisant plus le dollar dans une partie du commerce bilatéral entre la Chine et le Japon. Et ça a été un casus belli pour les Américains. Mettre en cause la suprématie du dollar. Inadmissible. Inadmissible. Et alors, à partir de ce moment-là, mais c'est le département d'État, et c'est Hillary Clinton qui mène la bataille, plus qu'Obama. Et c'est pas neutre parce que Hillary Clinton, elle a un objectif, c'est 2016. Elle veut se présenter à la présidentielle de 2016, et elle a organisé une politique étrangère de containment, voire d'affrontement avec la Chine et avec la Russie aussi. Car la même année, en 2011, le département d'État et Hillary Clinton créent un département des investissements énergétiques directement relié au département d'État, et ils mettent à la tête de ce département, comme par hasard, l'ancien ambassadeur américain à Kiev. Et l'objectif est clair, c'est de faire des États-Unis le chef de file de la nouvelle énergie, le chef de file énergétique mondial, et d'utiliser l'énergie, c'est écrit noir sur blanc, comme un instrument de foreign policy, c'est-à-dire de politique étrangère. Je voudrais revenir tout de même, Jean-Michel Quatrepoint, sur cette politique de containment qui va se mettre en place en fait à une vitesse quasi fulgurante à travers les accords transpacifiques. Le Japon, le Vietnam, il y a toute une ceinture de sécurité qui se met en place. Ils font basculer le Japon. Et en fait, l'accès aux ressources de matières premières, en quelque sorte, de la Chine est limité par ce containment géographique. Et votre hypothèse, c'est que l'empire du milieu est en train de redevenir l'empire du milieu et se dire « je retourne vers l'Est ». Il se remet, chacun de ces empires entend être au centre de l'économie mondiale. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un système de
compétition, mais en même temps de coopération, puisque la mondialisation est devenue telle, et avec l'informatisation, etc., que tout le monde est lié. Les Américains continuent d'importer massivement des produits chinois, et notamment des produits informatiques. Il n'y a plus d'alliance électroniques. privilégiée. Le monde est totalement multilatéral. Oui. On est alliés et en compétition en permanence. C'est la coopétition. La coopétition. Voilà. Et en même temps, les Chinois, eux, disent nous avons deux marchés essentiels, les États-Unis et l'Europe. Et on ne veut pas être trop mal avec nos clients. En tout cas, on veut être bien avec nos clients européens et on ne veut pas être fondamentalement mal avec nos clients américains. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que nos clients américains viennent dans notre précaré, qui est la mer de Chine essentiellement. De la même façon, l'Allemagne se dit, ben moi, je veux être au centre. J'ai deux clients principaux qui sont les États-Unis et demain la Chine. Donc, il ne faut pas que je sois mal avec eux, et donc je dois commercer avec eux. C'est le propre des pays mercantilistes. La Chine est un pays mercantiliste, et l'Allemagne est un pays mercantiliste. Alors, venons justement à l'Allemagne. On n'a pas vu venir la Chine, mais on n'a pas vu venir l'Allemagne non plus. Ah non, nous en France, on n'a pas vu venir l'Allemagne. Oui. Et votre livre est un brin provocateur. Vous parlez d'empire pour l'Allemagne. Reconstitution d'un empire pacifique. C'est la reconstitution du Saint-Empire romain germanique. C'est exactement ça. Et le Saint-Empire romain germanique était un empire pacifique, puisque l'empereur, c'était un empire d'ailleurs très fédéral, sur le modèle du fédéralisme allemand d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'empereur régnait sur les princes, mais les princes avaient une très grande autonomie, et il était là en tant qu'arbitre, en fait, dans les conflits entre princes et dans les conflits entre le peuple et les peuples et les princes. Et puis l'empire s'était arrêté il n'avait pas été au-delà de certaines limites. Notamment, il n'avait pas été vers l'Est. Et non pas vers l'Ouest non plus, vers la France. Là-dessus, il y a un homme qui a reconstitué le Saint-Empire romain germanique, c'est Bismarck. Et Bismarck, il l'a fait à partir de la Prusse, mais Bismarck était un grand homme d'État et c'était un habile politique. Mais il l'a fait militairement. Oui, mais il l'a fait militairement, mais il n'a pas occupé. C'est-à-dire qu'il il y avait trois nations qui pouvaient contester le leadership de la Prusse. C'était le Danemark, l'Autriche et la France. Il aura fait la guerre à chacun, mais des guerres éclairs, et il s'est retiré à chaque fois. Mais Jean-Michel Quatrepan se retrouve dans une situation aujourd'hui, à un siècle de distance, 1914, oui. L'Allemagne, première puissance économique et industrielle européenne, oui. qui fait la bêtise de déclencher la guerre. 2014, l'Allemagne, première puissance industrielle et économique européenne et qui contrôle la monnaie. Ben oui. Et qui contrôle la monnaie. Contrôle la monnaie européenne, oui. Ben oui. Quelle est l'ambition de cette Allemagne aujourd'hui? Mais l'Allemagne n'a pas d'ambition. Pour ça, ce n'est pas un empire au sens traditionnel du terme, parce qu'elle n'a pas d'armée, ou si peu, et elle n'avait pas vraiment de diplomatie. Cela dit, la nature a horreur du vide. Et donc, l'Allemagne est amenée à intervenir sur le domaine diplomatique et risque d'être amenée aussi à agir sur le domaine militaire, parce qu'à un moment donné... Jusqu'à maintenant, elle évite soigneusement de prendre position. Totalement. Elle veut pouvoir commercer avec tout le monde en bon mercantiliste. En bon mercantiliste. Et c'est pour ça que sur l'affaire de l'Ukraine, je pense que l'Allemagne était prise de court, parce que ce n'était pas son intérêt à ce que les tensions s'avivent. D'ailleurs, il y a un vrai débat en Allemagne actuellement entre une bonne partie du patronat allemand et une partie de la classe politique, aussi bien au SPD d'ailleurs qu'à l'intérieur de la CDU, sur faut-il aller plus loin dans les sanctions avec la Russie. Car l'Allemagne et la Chine ont rebasculé de concert sont en train de rebasculer une partie de leur commerce, on en a parlé sur le Xerfi Canal, de leur commerce par la route de la soie, à travers le Kazakhstan et la Russie. Si vous remettez un nouveau rideau de fer, eh bien évidemment, ces investissements sur cette nouvelle ligne de chemin de fer et ces nouvelles voies commerciales vont devenir caduques. Et ce n'est l'intérêt ni de la Chine, ni de l'Allemagne. D'où la prudence de la Chine par rapport à la Russie, d'où la prudence aussi de l'Allemagne par rapport à la Russie, et d'où aussi, je pense que la Russie, sous la pression de ses milieux économiques aussi, Poutine va sans doute mettre un peu d'eau dans son vin. Cela dit, on peut avoir une provocation, il y a déjà eu pas mal de provocations dans ces affaires, et à un moment donné, on sait quand ça commence, on ne sait pas comment ça termine. Alors néanmoins, sur le plan économique, vous décrivez un monde tripolaire, trois grandes puissances, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne. Les puissances secondaires, la Russie, on en a parlé.
Le Japon, est-ce que le Japon va accepter de rester une puissance de second rang inféodée aux États-Unis? Mais le Japon est revenu dans le giron américain. Le Japon a obtenu comme prix de son retour dans le giron américain, de prix de consolation, c'est-à-dire qu'ils ont été autorisés par les États-Unis, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, la politique du yen fort a été imposée par les Américains depuis 1985 aux accords du Plaza. Hein, et c'est ce qui a fait que le Japon a plongé dans la déflation, etc., la stagnation et tout. Mais là, le prix que les Américains ont payé pour faire revenir le Japon dans le giron américain, pour éviter qu'il y ait toute velléité de rapprochement avec Pékin, ça a été « je vous autorise à dévaluer le yen de 30%, voilà, et à faire une politique de quantitative easing », ce qu'a fait Abe, ce qu'on appelle l'Abenomics. Bon, les résultats ne sont pas forcément probants, parce que le Japon est un pays vieillissant. C'est un pays qui a peut-être perdu une partie de son dynamisme, et Fukushima a été un vrai traumatisme, hein, et a profondément bouleversé. Le Japon était toujours excédentaire en matière de commerce extérieur, parce qu'ils avaient la même politique d'économie de bazar que l'Allemagne. Mais là, Fukushima, avec les importations énergétiques, ça leur a apporté un coup sévère. Alors pour conclure, Jean-Michel, 4 points. Nous avons évoqué les 3 grandes puissances, nous avons évoqué les puissances secondaires. Il y a une puissance intermédiaire qui est la France. Quelle place lui reste-t-il? Est-ce qu'elle est condamnée à devenir finalement la zone occidentale de l'hinterland allemand? Pour le moment, de facto, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est-à-dire et on voit bien que la France, quelles que soient les présentations que l'on puisse faire, ne joue plus les premiers rôles en Europe. Hein. Mais c'est notre faute. Hein. C'est notre faute parce qu'on n'a pas compris ce qui se passait. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas compris ce qui se passait. On a multiplié les erreurs. Je maintiens que ça a été une erreur en 1990-91 de ne pas mieux négocier la réunification d'Allemagne, de laisser faire l'élargissement sans réfléchir à tout ce que ça voulait dire, et de s'imaginer qu'on allait prendre aux Allemands leur monnaie, hein, pour les arrimer à l'Europe. Eh bien, c'est malheureusement Mme Thatcher qui avait raison, parce qu'elle avait répondu à Mitterrand. Mais vous savez, vous voulez arrimer l'Allemagne à l'Europe, mais c'est l'Europe qui va s'arrimer à l'Allemagne. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, dans le cas de la France, pour juste une phrase de conclusion, doit-elle s'arrimer à l'Europe, plus fort, dans une Europe fédérale, ou doit-elle s'arrimer au monde? Non, je savais bien que je ne suis pas pour une Europe fédérale, surtout à 28, c'est une absurdité. Je suis plutôt pour une confédération d'États-nations, mais en même temps, il faut que l'on joue notre propre jeu. Mais pour jouer notre propre jeu, retrouver une diplomatie intelligente et active, il faut que l'on remette de l'ordre chez nous. Hein. Et ça, quand vous avez des déficits, hein, et que vous êtes sous tutelle de Bruxelles et de Berlin, parce que c'est le cas, et que vous n'avez plus de marge de manœuvre économique, évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une politique étrangère, et même une politique de défense, et une diplomatie, une politique culturelle active. Et ça, on se retrouve dans la position de la 4e République. Bien, et bien pour voir le détail de vos analyses, Jean-Michel 4 points, il faut lire Le choc des empires. Je vous remercie. Merci Laurent.